Bonjour, nous sommes le vendredi 17 juin 2022 et je voudrais vous parler de ce qui se passe aux États-Unis. Je ne parle pas de la bourse, ça j'en parle séparément, euh, mais en particulier j'avais expliqué ce qui se passait en ce moment, j'avais expliqué ça dans un billet sur mon blog le 19 avril. Si bien j'ai pu me contenter hier de citer quelques extraits de cela. Mais je veux vous parler de tout à fait autre chose, je veux vous parler de ce qui se passe sur le plan politique. Vous le savez sans doute, une commission s'est mise en place aux États-Unis pour examiner les événements du 6 janvier 2021, c'est-à-dire l'insurrection qui a débouché sur une invasion par une foule nombreuse du Capitole, c'est-à-dire l'Assemblée nationale des États-Unis, avec pas mal de fracas, quelques morts, beaucoup de policiers en sous-nombre maltraités par les manifestants. Une manifestante tuée aussi par balle alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans le Saint des Saints. Et on l'apprend de plus en plus des parlementaires qui étaient véritablement menacés par des membres d'une milice, une double milice constituée des Proud Boys, les garçons fiers, et les Oath Keepers, les gardiens du serment, deux milices suprémacistes blanches qui ont coordonné leurs efforts. On le sait maintenant grâce au travail caché d'un journaliste britannique, qui ont coordonné leurs efforts. Et la commission du 6 janvier a commencé il y a quelques jours, c'était au mois de juin, tout ça se passe au mois de juin. Il y a eu 3 sessions maintenant publiques avec présentation de vidéos, présentation de la suite des événements, etc. Et on avait peur du côté, je dirais, des démocrates au sens des partisans de la démocratie, des gens qui s'opposent à la montée du fascisme qu'on a pu constater avec la venue de monsieur Trump et le fait qu'il garde encore de nombreux partisans, dont le nombre grossit peut-être même encore en ce moment. On avait peur que cette commission du 6 janvier apparaisse une fois de plus comme une tentative désespérée de la part d'une certaine gauche aux États-Unis de dénoncer la montée du fascisme et que ça tombe dans l'oreille de sourds, c'est-à-dire de personnes tout à fait enthousiastes à la montée du fascisme américain, représentant dans l'opinion quelque chose d'au moins 30% et si pas 40%. Voilà. Alors on avait peur que ce serait un spectacle de plus, des uns disant les autres sont méchants. Mais c'est là qu'il est en train de se passer quelque chose d'intéressant. C'est bien fait. C'est comme en Ukraine, où ce sont des gens de télévision qui mettent ça en scène et qui connaissent le public de la télévision. Ce n'est pas pour enlever un mérite à M. Zelensky, mais il y a une excellente équipe de communication qui lui dit comment faire ses discours, et ça marche. Je n'en vois pour preuve que la visite hier qu'il a eue de M. Macron, représentant de l'Italie et de l'Allemagne pour assurer le soutien de l'Union européenne, de la bonne volonté d'accueillir l'Ukraine en situation de guerre et en situation défensive pas toujours aisée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que c'est bien fait? Pourquoi est-ce que c'est bien fait? Pourquoi est-ce que finalement on a l'impression que quelque chose se craque dans l'équipe Trump? C'est ce qu'on nous montre essentiellement, et je crois que c'est ça le but de la manœuvre finalement, c'est de montrer qu'il y a une partie non pourrie du Parti républicain. Et cette partie non pourrie, on nous la montre abondamment sous forme de témoins qui viennent témoigner, qui sont des gens qui sont des conservateurs affirmés, qui faisaient partie de l'équipe par exemple de M. Mike Pence, le vice-président à l'époque Trump, d'autres gens qui sont apparus, qu'on a dû aborder en disant écoutez, est-ce que vous voulez bien témoigner qui a eu une tentative de coup d'État, et on nous présente les uns après les autres, non pas des gens appartenant au Parti démocrate, mais des gens appartenant au Parti républicain. Quelquefois, ils nous disent qu'ils ont quitté le Parti républicain parce qu'ils n'en pouvaient plus, mais sinon, au moment des événements, ils faisaient partie de l'équipe de Trump de manière
rapprocher ou éloigner. Et hier en particulier, on a eu droit à une présentation dont le but était manifestement de montrer qu'on avait un grand héros de la démocratie, non pas au sens du Parti démocrate, mais de la démocratie au sens américain, en la personne de M. Mike Pence. M. Mike Pence, qui était donc vice-président du président Trump, vice-président assez falot d'ailleurs, qui a toujours été dans son sillage, qui n'a jamais ouvert la bouche, mais qui, au moment du 6 janvier, a dit qu'il n'avait pas le pouvoir, dont Trump affirmait qu'il l'avait, de renverser le cours des élections et de déclarer Trump président. Si bien que Trump a monté ses troupes contre Mike Pence, et quand ses troupes à Trump ont commencé à scander pendez-le, pendez-le, il a regardé la caméra en disant oui, bah écoutez, il l'aura bien cherché. Il n'aura pas dit oui, pendez-le, mais il aura soutenu l'effort. Et même au moment où il sait que ses sbires sont en train de chercher dans les couloirs du Capitole Mike Pence pour le pendre, Trump continue à avoir des propos très négatifs à propos de son vice-président. Il n'est absolument pas contre que la foule non seulement assassine ou autre chose encore de Madame Pelosi, qui est à la tête du Parti démocrate au Congrès, à l'Assemblée nationale, mais aussi Mike Pence en vice-président. Et là, on a eu une séance hier où on nous a clairement montré qu'il y avait des bons. Les démocrates ont eu l'habileté de ne pas mettre l'accent sur le fait que ces conservateurs républicains soient des gens qui ont des opinions tout à fait différentes d'eux et qui voteraient tout à fait à l'opposé d'eux dans un quelconque vote justement au Congrès, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, pour dire mais non, voilà, il y a des gens qui sont là, prêts à témoigner pour que cette montée du fascisme soit interrompue. Et là, il y a quelque chose de neuf. Mais il y a plus qui est en train de se dérouler, pas nécessairement là, je dirais directement sous les caméras, mais on est en train de s'apercevoir qu'il y a, vous savez que il y a quelque chose du côté de la Cour suprême. Je termine d'abord ma phrase. Vous savez qu'en ce moment, il y a un branle-bas de combat du côté de la gauche et du centre-gauche, parce que la Cour suprême, on le sait par des fuites, s'apprête à interdire l'avortement aux États-Unis au niveau fédéral. Il y a déjà des États particulièrement, je dirais, conservateurs qui font passer des lois, qui ont fait passer des lois dans ce sens. Mais là, la Cour suprême se préparerait, d'après les notes qu'on a pu lire, à déclarer l'avortement anticonstitutionnel. Et là, une des personnes qui est le fer de lance de ça, c'est un certain Clarence Thomas, c'est un membre de la Cour suprême, c'est un Afro-américain. C'est quand il a été question que la Cour suprême se mêle de prendre des décisions en faveur de Trump juste après l'élection, Clarence Thomas a été le seul à prendre position clairement pour le soutien du président. Les autres s'étant abstenus manifestement de se manifester dans ce sens-là. Or, depuis quelques mois, mais en fait, il y a déjà eu des enquêtes, en particulier du Washington Post depuis un moment, mais ce qui apparaît, c'est que la femme de Clarence Thomas, Madame Virginia Thomas, surnommée Ginny, qui était connue comme une personne conservatrice, des révélations de ses emails, de ses conversations, montrent qu'elle a joué un rôle essentiel dans le coup. Il se fait en particulier que M. Eastman, qui est le juriste qui a mis au point, je dirais, coordonné avec M. Meadows, qui est chef de cabinet de Trump, qui a orchestré véritablement le coup d'État, M. John Eastman, il s'est fait qu'il a été l'assistant de Clarence Thomas à la Cour suprême, et il apparaît qu'il a été en contact étroit, en discussion avec Ginny Thomas, la femme du juge de la Cour suprême.
la commission a hésité longuement à convoquer Mme Jenny Thomas à venir expliquer le rôle qu'elle a joué dans le coup d'État raté. Aux dernières nouvelles, il la convoque, quand même. Mais tout le monde a compris que si on la convoque, on convoque en même temps son mari, Clarence Thomas, en particulier parce qu'il y a un élément supplémentaire, c'est M. John Eastman. John Eastman, dans des échanges de textos ou de mails, montre qu'il sait très très bien quel est l'état d'esprit de la Cour suprême au moment même. Alors il y a certains qui disent oui, il bluffe en disant qu'il sait exactement les discussions qui ont lieu à la Cour suprême, mais il est possible qu'en tant qu'ancien assistant de M. Thomas, Clarence Thomas, il ait obtenu l'information soit directement de lui, soit par l'intermédiaire de la femme de M. Thomas, Mme Jenny Thomas, dont on sait qu'elle était en relation avec Eastman. Alors, on a encore vu que trois des sessions préparées par la commission d'enquête sur le 6 janvier. Mais là, on en obtient bien davantage que ce qu'on espérait. Il y a des rumeurs, enfin des informations plus ou moins fuitées qui sont liées à tout ça, mais ne serait-ce que l'information qui est donnée directement dans les sessions est en train d'enfoncer un coin dans le Parti républicain, et un coin qui semble séparer de manière assez claire la composante fasciste de la composante conservatrice classique qui constituait autrefois le Parti républicain. Donc de ce côté-là, ceux qui ont créé cette commission, il n'y a pas simplement que des démocrates, puisqu'il y a aussi en particulier Mme Liz Cheney et M. Kitzinger, qui sont des membres du Parti républicain, mais comme ils ont été excommuniés par M. Trump, on peut considérer que ce sont des dissidents ou des hérétiques de toute manière. Mais là, depuis que ça a commencé la semaine dernière, nous voyons dans des auditions et nous voyons dans des vidéos un certain nombre de personnalités de tous les rangs en fait du Parti républicain, mais qui sont des gens alignés du côté de la défense de la démocratie et apparaît comme un grand héros de cette défense de la démocratie, M. Mike Pence, qui refuse en particulier de quitter le bâtiment du Capitole quand il est assiégé. On a dit que c'est parce qu'il avait aussi appris, c'est pas tout à fait innocent, parce qu'il avait aussi appris que le service secret qui le faisait sortir avait peut-être l'intention de le liquider en particulier. Tout ça, voilà comment c'est un État quand il y a un coup d'État. Il y a un certain nombre de gens des deux côtés, et ça n'apparaît que petit à petit qui était d'un côté et qui était de l'autre. Pour faciliter notre tâche de savoir quels sont les politiciens qui étaient, les députés, les parlementaires qui étaient véritablement du côté du coup d'État, eh bien ces braves gens ont fait la chose suivante, ils ont demandé un pardon préventif à M. Trump. C'est-à-dire ils ont dessiné la cible en disant nous on fait partie du coup d'État puisqu'on a demandé un pardon préventif à Trump. Donc voilà, un petit point sur l'actualité aux États-Unis. Il s'y passe des choses autres que la bourse, et il y a des bons points qui sont marqués ces jours-ci en faveur du maintien de la démocratie contre la mise en place d'un pouvoir fasciste. Espérons que ça continue dans cette excellente dimension. J'ai des tas de critiques à faire sur la démocratie aux États-Unis. C'est un pays où j'ai habité 12 ans. Je n'ai pas arrêté de faire des critiques quand j'étais là-bas. J'en avais déjà fait avant et je continue d'en faire. Mais entre le fascisme et la démocratie à l'américaine, il n'y a pas photo. On sait très bien ce qu'il faut préférer de l'un à l'autre. Même chose si on extrapole à ce qui se passe dans des pays plus proches de nous. Voilà, allez, à bientôt.